Et donc aujourd'hui, c'est le sujet des plantes invasives. Donc c'est un très gros sujet qui prend de l'ampleur parce que on a de plus en plus de soucis en fait avec ces plantes-là. Alors, on parle pas toujours de la même chose, donc je vais revoir un petit peu quand même la théorie. Donc, de quoi on parle exactement, qu'est-ce que sont les plantes invasives et comment lutter contre les plus connues d'entre elles. Et du coup, je me présente. Donc, je m'appelle Célia Larinaga et je suis conseillère technique à la SBL 2.0, à Dahlia 2.0, pardon. Et donc, moi, j'accompagne en fait principalement les communes vers la mise en place d'une gestion plus durable de leurs espaces verts. Et je me suis spécialisée aussi sur les plantes invasives et leur gestion. Donc, je suis pas experte à proprement parler. Je me suis spécialisée, donc je connais pas mal de choses maintenant, mais voilà, il y a des experts qui travaillent vraiment sur ces sujets-là. Si jamais vous avez vraiment des problèmes plus pointilleux au niveau de la gestion, je peux toujours essayer d'y répondre, mais après, parfois, je passe la main. Voilà, donc on va vraiment rentrer dans le vif du sujet et donc à savoir qu'est-ce qu'une plante invasive. Donc, en fait, c'est une plante qui a plusieurs caractéristiques. Donc, c'est déjà une plante qui va être exotique. Donc c'est une plante qui est dite alloctone, donc qui a été introduite en dehors de son aire de répartition naturelle par l'homme. Alors il y a plein de débats sur quelles plantes sont indigènes ou pas, parce qu'en fait dans la théorie, on estime qu'une plante est exotique si elle a été introduite après les années 1500 par l'homme. Le problème, c'est que cette date n'évolue pas avec le temps, et donc peut-être que dans 200 ans, ce sera toujours cette date-là qui sera prise en compte alors que des plantes seront peut-être présentes depuis 600 ans et qu'a priori, elles poseront plus trop de soucis par la suite. Même si avec les plantes invasives, vraiment, on peut parfois être étonné. Donc voilà, tout ce qui est du coup plantes indigènes, donc les ronces, le liseron, les orties, qui peuvent avoir un caractère envahissant, ne sont pas considérées comme des plantes invasives parce que ce sont des plantes de chez nous. Donc on n'en parlera pas aujourd'hui. Au niveau, donc les plantes invasives sont donc des plantes exotiques, mais aussi des plantes qui sont envahissantes. Donc ce sont des plantes qui ont une expansion qui n'est pas facilement contrôlable. Elles vont se disperser et prendre de l'ampleur sur le territoire. Et alors la troisième caractéristique, c'est que ce sont des plantes qui ont un impact négatif. Donc on verra par la suite que l'impact peut être écologique, économique ou sanitaire. Alors, on pose souvent la question à savoir pourquoi les plantes invasives ne posent pas de problème dans l'horaire de répartition naturelle. En fait, il y a différents processus de régulation. Donc, ça peut être soit de la prédation, donc des ennemis naturels, donc que ce soit des insectes, des champignons ou des maladies. Ça peut être aussi la compétition avec d'autres espèces ou le climat. Parfois, quand on introduit une nouvelle plante, eh ben, finalement, elle se plaît vraiment très bien dans un nouvel endroit. Et elles vont parfois vraiment bien s'adapter à ce nouveau climat. Au niveau de la prédation, il y a par exemple l'exemple de la renouée du Japon. Donc au Japon, par exemple, elle est beaucoup plus petite que chez nous. Donc, pour celles qui la connaissent pas, on va en parler tout à l'heure, mais c'est la plante invasive la plus connue et la plus compliquée à gérer pour l'instant. Et donc chez nous, en fait, elle est quand même assez grande, elle prend pas mal d'espace. Mais en fait, au Japon, elle a un développement beaucoup plus petit. Et en fait, euh, elle est ravagée par un petit insecte qui s'appelle un psylle. Donc, c'est un genre de petite mouche qui mange les feuilles. Et donc, peut-être que c'est un des processus qui fait que, au Japon, elle ne pose aucun problème, tandis qu'ici, elle est particulièrement invasive. Je regarde vite. Alors oui, je vois une question, donc je réponds tout de suite. Oui, vous aurez donc les PowerPoint, enfin, le PowerPoint qui vous sera envoyé par la suite. Donc pas besoin de prendre des notes, vous aurez tout ce qui est écrit ici. Et je pense que oui, la conférence est enregistrée et sera disponible sur notre page YouTube aussi, si jamais. Alors, combien de plantes invasives sont présentes chez nous et d'où viennent-elles? Bien, en fait, on en a beaucoup. Il y en a 68 qui sont considérées comme invasives, et ça, c'est juste les plantes. Il y a aussi plein d'animaux, d'insectes, etc. Mais ça, on n'en parle pas aujourd'hui, c'est encore un autre sujet. Alors, 55 de ces plantes-là sont des plantes terrestres,
Le reste est aquatique, d'eau douce ou d'eau marine. Et alors, 30 espèces sur les 68 sont sur liste noire. Donc, je vous expliquerai ce que c'est juste après, mais vous vous doutez bien que c'est pas très bon. Donc, ce seront forcément les plantes qui auront un impact le plus important. Et donc, sur ces 30 plantes, il y en a 20 qui sont terrestres et 10 aquatiques. Je vous ai mis au bas de la dia le lien vers la liste complète des plantes invasives, et même de toutes les espèces invasives qu'on retrouve en Belgique. Et donc, la plupart des plantes, en fait, ont été introduites pour leurs propriétés ornementales. Donc, c'est vraiment le cas de quasiment toutes les plantes. Et c'est le cas notamment des plantes que vous voyez sur la photo, donc de la balsamine de l'Himalaya, l'orosier rugueux ou encore la renouée du Japon. D'autres ont été introduites pour leur facilité de culture, la capacité à stabiliser les sols. C'est le cas notamment du robinier faux acacia, donc qui fait des rhizomes, des drageons assez intenses dans le sol, et donc il stabilise bien les sols. Et alors, c'est une plante aussi qui est très intéressante en sylviculture. Si vous connaissez bien le robinier, donc c'est un bois qui est très dur, très imputrescible, et donc très utilisé pour les poteaux, par exemple. D'autres plantes ont été introduites pour agrémenter les aquariums. Donc là, c'est le cas de toutes les plantes aquatiques. Donc, on a la myriophylle du Brésil sur la photo du haut, les élodées qu'on peut voir en dessous, sur la photo du bas. Et alors, seulement 4 plantes ont été introduites par accident via l'importation de matériaux, de laine, de semences de culture, et notamment l'ambroisie à feuilles d'armoise. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, la plupart des 64 plantes invasives de chez nous ont été introduites de manière volontaire. Et donc, on en est là aujourd'hui à cause de ces importations. Alors, voici donc le site internet sur lequel on retrouve les plantes invasives et toutes les espèces. Donc, vous devez aller dans le 3e onglet Species List. Et donc là, vous allez pouvoir avoir plusieurs petits onglets pour sélectionner. Donc, dans All Groups, vous pouvez prendre les insectes, les champignons ou les plantes. Dans les habitats, vous pouvez mettre terrestres, aquatiques, etc. Et dans les catégories, vous allez avoir en fait les différents codes ici que je vais vous expliquer juste après. Et c'est là qu'on va retrouver la fameuse liste noire. Donc, vous aurez ici le nom scientifique, donc le nom latin, mais vous pouvez choisir ici de mettre le nom qui est pour l'instant en anglais. Vous pouvez choisir avec la petite flèche de le mettre en anglais, en français, pardon. C'est plus simple en français. Vous avez le groupe taxonomique, donc si ce sont des plantes, animaux, oiseaux, etc. L'habitat, donc terrestre, eau douce ou marine. Depuis quand l'espèce a été introduite chez nous. Le taux d'invasion, donc si on a quelques plantes par-ci par-là ou si vraiment la plante est présente sur tout le territoire. Et la catégorie, donc vous voyez que en fait toutes les plantes invasives n'ont pas le même taux d'invasion. Et donc, elles vont porter un code, donc une lettre et un chiffre. Et donc, c'est ce que je vous explique juste ici. C'est le moment où il faut être attentif parce qu'il est un peu compliqué, surtout à cette heure. Donc, vous voyez tout en bas ici, en rouge vif, la liste d'alertes. Donc, c'est pour les plantes, en fait, les plantes qui ne sont pas encore présentes chez nous, mais qui sont présentes dans les pays limitrophes, donc en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, etc. Et ce sont des plantes qui posent problème, qui ont des impacts. L'impact sera soit modéré, soit élevé, donc impact environnemental. Et donc, si l'impact est modéré, la plante portera la lettre B. Si l'impact est élevé, la plante portera la lettre A. Si la plante n'a pas d'impact, bah, c'est pas une plante invasive en fait. Donc, elle ne sera même pas considérée. Vous voyez ici low, bah, il n'y a rien dans la colonne low. Ensuite, on a la liste de surveillance qui est en jaune. Donc là, c'est pour toutes les plantes qui ont un impact modéré et qui sont présentes sur le territoire, soit par petites touches comme on peut voir ici avec le chiffre 1. Donc sur la carte de la Belgique, vous aurez 2-3 foyers par-ci par-là. Donc là, on aura le chiffre 1. Si on a des grosses parties de la Belgique qui sont impactées, des grosses zones envahies, on aura le chiffre 2. Et si la plante est présente vraiment sur tout le territoire, elle portera le chiffre 3. Et donc ça, c'est la liste de surveillance où on a la lettre B et 1, 2 ou 3 suivant le taux d'invasion. Et alors la liste noire qui est ici en rouge bordeaux. J'espère que vous voyez ma flèche parce que je l'utilise beaucoup depuis tout à l'heure. Si pas, bon, normalement, vous devrez suivre quand même.
Donc, la liste noire, là, c'est pour toutes les plantes qui sont présentes chez nous, soit par petites touches, soit sur tout le territoire, et qui ont un impact environnemental qui est élevé. Et donc là, vraiment, ce sont les plantes les plus problématiques. Alors, il y a des caractéristiques qui font en fait que ces plantes invasives, elles sont problématiques et sont à ce point envahissantes. Donc déjà, la plupart du temps, ce sont des plantes qui ont une croissance qui est rapide. Elles ont un pouvoir de reproduction qui est élevé. Donc, il y a des plantes qui sont autocompatibles. Il y en a beaucoup qui sont très mellifères et donc qui se font beaucoup polliniser. Et alors, beaucoup d'entre elles mettent énormément d'énergie à faire des graines ou à mettre en place un système rhizomateux, donc des racines qui vont prendre énormément de place et qui vont se fragmenter et pouvoir refaire des nouvelles plantes. Ce sont aussi des plantes qui s'adaptent très facilement à un nouveau milieu. Et alors, comme ce sont des plantes qu'on vient d'introduire ou qui sont là depuis peu d'années, il y a une moindre pression des pathogènes et des prédateurs, comme on l'a dit au départ. Et donc, c'est le cas par exemple pour la pyrale du buis, donc, qui est la fameuse chenille qui dévore les buis depuis quelques années. Donc là, on part plus dans le sujet des animaux invasifs. Mais on a vu qu'une prédation s'est mise en place à un moment donné avec la mésange. Mais c'est une prédation qui, si elle fonctionne, va mettre tellement d'années à se mettre en place que d'ici à ce que ça fonctionne, peut-être qu'on n'aura plus du tout de buis. Et donc c'est le problème, c'est qu'il peut y avoir une prédation, mais que ça va prendre des années et des années. Et alors, en plus de toutes ces caractéristiques, les plantes invasives sécrètent aussi, certaines d'entre elles, sécrètent des substances allélopathiques. Donc, ce sont des substances qui sont toxiques pour les autres plantes qui sont sécrétées au niveau des racines. Donc, c'est le cas, par exemple, de la vigne vierge, du rhododendron, des solidages, de la renouée du Japon, etc., etc. Alors, le problème des plantes invasives, c'est que on en retrouve encore beaucoup en jardinerie. Donc, elles sont encore beaucoup vendues. Et du coup, il y a encore énormément de personnes et même de communes qui en plantent. Le souci, c'est que parfois, on se dit, bon, ok, c'est une plante invasive, mais je vois pas le problème, je vois pas l'invasion, parce que chez moi, je vois pas forcément qu'elle se ressème beaucoup, ou voilà, j'ai l'impression qu'elle reste bien en place. Le souci, c'est que ce sont des plantes forcément qui se dispersent, que ce soit par les graines qui sont dispersées par le vent, l'eau, les oiseaux, ou les morceaux de tiges ou de racines, de rhizomes, qui peuvent aussi, même si un petit bout de tige de quelques grammes, peuvent se réenraciner. Et donc, avec les mouvements de terre, les zones de travaux, ça peut aussi être des départs d'envahissement. Le souci, en fait, c'est qu'on est parfois aussi dans les écosystèmes qui ne sont pas sensibles. Et donc, on va parfois être dans des zones où la plante ne va pas forcément se développer à l'état sauvage, sauf que la plante, ok, chez vous, elle pose pas de problème, mais peut-être que de quelques kilomètres plus loin, quelques centaines de kilomètres plus loin, et ben là, elle va poser problème. C'est le cas notamment du rosier rugueux. Donc, c'est un rosier qu'on voit énormément, qui est encore beaucoup planté en parc et jardin et aussi chez les citoyens. Et en fait, vous voyez sur la carte de droite son aire de répartition. Donc, on voit qu'il est réparti finalement sur tout le territoire et beaucoup plus au nord du sillon Sambre-et-Meuse. Mais en fait, les écosystèmes sensibles, et là où on risque de voir ce genre de tapis, donc sur la photo de gauche, eh bien, ce sont toutes les zones côtières, en fait. Donc, tout ce qui se retrouve vraiment au nord du pays, mais vraiment en zone côtière. Et donc, c'est là qu'on va vraiment voir l'envahissement à l'état sauvage du rosier rugueux. Et donc, chez nous, on verra jamais forcément un tel envahissement. Et donc, on va se dire, je vois pas le problème. En fait, chez moi, il ne se ressème pas beaucoup. Voilà, il est assez bien maintenu. Mais en fait, le souci, c'est que c'est surtout dans les Flandres et au niveau des côtes qu'il va poser problème et que là, ça va se voir. Alors, au niveau de la législation, il n'y a pas énormément de choses, malheureusement. Ça reste encore quelque chose à améliorer. Il y a quand même une circulaire wallonne qui a été introduite en 2013 qui vise à insérer des clauses sociales et environnementales dans les marchés publics en région wallonne. Et donc, dans cette circulaire-là, je vous ai mis tous les liens en fin de présentation, donc vous pouvez retrouver tout ce dont je parle ici, en fait.
vous avez 2 listes de plantes. Donc, la première avec 28 espèces dont la plantation et le semis sont interdits absolument partout. Et donc, là, c'est assez restrictif. Et c'est pour toutes les plantes les plus problématiques, donc généralement celles qui sont sur liste noire, donc les renouées asiatiques, la basénie de l'Himalaya, la berce du Caucase, les solidages, les esters américains, etc. Et on a une deuxième liste dont l'introduction est introduite dans et à proximité des sites protégés et des sites de grande valeur biologique et à proximité des cours d'eau. Et donc là, ça va être les plantes un peu moins problématiques, mais qui sont quand même problématiques vu que ce sont des plantes invasives. Et alors, quand on parle de proximité, c'est 50 mètres. Donc, c'est quand même assez restrictif aussi, même si ça l'est moins que pour la première liste. Et alors, il y a également un règlement européen qui a été mis sur pied en 2014. Et donc là, il est relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation de 88 espèces exotiques envahissantes, considérées comme préoccupantes pour l'Union européenne. Donc là, on a 88 espèces qui ne concernent pas que les plantes, du coup, il y a les animaux, etc. Et sur ces 88 espèces, de mémoire, je pense qu'il y en a 28 qui sont présentes en Belgique. Donc animaux, plantes confondues. Et donc, les espèces qui sont présentes sur cette liste sont interdites à la plantation, importation, détention, transport, échange, vente et achat. Donc là, c'est beaucoup plus restrictif. Il est entré en vigueur le 1er janvier 2015 et alors il y a des mises à jour très régulières. La dernière en date justement était de cette année, il me semble. Donc voilà, c'est aussi une liste qui est à prendre en compte. Malheureusement, et on n'arrive pas trop à savoir pourquoi, ils ont enlevé la renouée du Japon de cette liste. Donc, en fait, ils estiment qu'on peut plus vraiment lutter contre cette plante-là, ce qui n'est pas faux, mais au moins, ça permettait d'avoir quelque chose vraiment de très restrictif et d'avoir une législation claire. Mais bon, voilà, ils l'ont malheureusement enlevé de la liste. On a toujours la circulaire européenne, c'est déjà ça. Alors, au niveau des impacts des plantes invasives, on a, donc je vous ai dit tout à l'heure, des impacts environnementaux, économiques et sanitaires. Alors, au niveau des impacts environnementaux, en fait, le plus gros impact, c'est la perte de biodiversité. On a une disparition de plantes indigènes parce que ces plantes-là prennent la place de nos plantes à nous, par la compétition, mais aussi par l'hybridation. Et c'est la deuxième cause de perte de biodiversité dans le monde, après les pesticides. Donc, ça reste quand même un problème assez récurrent et assez important. Un autre souci de ces plantes-là, au niveau environnemental, c'est que quand vous voyez, par exemple, sur la photo du dessus, donc c'est de la renouée du Japon, ils forment des écrans, mais tellement denses que ça en devient infranchissable pour les animaux au niveau des berges. Donc, quand on a des berges de cours d'eau qui sont envahies par ces plantes-là, en fait, les animaux ont du mal à rejoindre la berge et à traverser cet écran-là, et donc doivent faire la plupart du temps beaucoup plus de distance pour pouvoir rejoindre la berge. Donc ça, c'est un souci qui avait été remonté par un des contrats de rivière. Donc les contrats de rivière, c'est aussi des ASBL qui gèrent des bassins versants, donc elles s'occupent de plusieurs communes. Et eux vont gérer en fait les cours d'eau, vont faire en sorte d'atteindre une qualité biologique plus intéressante. Et les plantes invasives font partie de leur gestion quotidienne. Alors comme autre impact, on a l'altération du fonctionnement écologique des écosystèmes. Et donc là, ça va être notamment le cas des plantes aquatiques. Donc on voit sur la photo du bas l'hydrocotyle phosphorononcule qui est sur un plan d'eau, donc une rivière. Et donc, on ne voit quasiment plus finalement la rivière. Et donc, si on ne fait rien, vraiment, ça recouvre totalement le milieu. Et donc, forcément, on va avoir une modification des paramètres physico-chimiques. Parce que un tel tapis sur un cours d'eau, ça va limiter la pénétration de la lumière dans le cours d'eau. Et donc, avec toutes les réactions chimiques qu'on connaît, la photosynthèse, etc., on va en fait avoir un milieu qui ne va plus produire d'oxygène et qui va devenir petit à petit anaérobie, donc sans oxygène. Donc tout ce qui est vivant va mourir et on va se retrouver avec des organismes qui sont anaérobies, donc qui ne respirent pas, mais qui sont pas très, ce sont pas des organismes qu'on retrouve dans des eaux de bonne qualité. On va aussi avoir des eaux qui vont s'eutrophiser, s'enrichir, parce que ce sont des plantes qui l'hiver vont se décomposer et vont donc enrichir le milieu. Et donc finalement, en fait, on se retrouve avec quelque chose qui est complètement mort.
et qui en plus va s'envaser parce que comme ces plantes vont mourir et se dégrader, elles vont en fait se déposer au fond et créer de la vase de plus en plus haute. Et donc à terme, ça bouche aussi les cours d'eau. Donc les plantes aquatiques, c'est vraiment un gros souci aussi pour toutes ces raisons-là. Et en plus de tout ça, on a des plantes qui, au niveau des berges, prennent la place de l'aulne, du saule, qui étaient des plantes qui sont des arbres qui maintenaient bien les berges avec leur enracinement et qui restaient tout l'hiver, tout le temps sur la berge. Et ça, c'est remplacé par exemple de la balsamine de l'Himalaya. On en parlera tout à l'heure, qui a un enracinement qui est tout petit. Et en plus, ce sont des plantes qui sont annuelles. Donc, chaque hiver, on retrouve les sols totalement à nu, là où les zones sont complètement envahies par la balsamine. Et donc, on a aussi des berges qui s'érodent. Et donc, la terre qui finit aussi par envaser et sédimenter dans le fond du cours d'eau. Au niveau des impacts économiques, alors c'est très difficile à évaluer, mais il y a des estimations qui ont été faites. On estime que ça représente environ 5% de l'économie mondiale et donc à peu près 12,5 milliards d'euros par an pour l'Europe. Donc c'est quand même un sacré coût. Ça s'explique par la diminution des rendements agricoles ou la perte de ressources au niveau aquatique, donc les poissons, etc., qui meurent, le blocage des voies navigables, la détérioration et l'obstruction des infrastructures, donc des berges, les écluses, les pompes, etc. Et forcément, si on met une lutte en place et qu'on veut protéger les espaces naturels et d'intérêt de haut intérêt biologique, ben, ça a un coût qui est très important. Et enfin, les impacts sur la santé publique. Et donc là, je vais vous parler tout à l'heure, de toute façon, de la berce du Caucase, qui est dite photosensibilisante. Donc, c'est-à-dire que si vous avez la sève qui est en contact avec votre peau et qu'il y a du soleil, votre peau va brûler. Mais vraiment comme une réelle brûlure, comme avec le feu, au deuxième et troisième degré. Et donc, ça pose de gros soucis, évidemment, sanitaires. Et alors, il y a une plante qui n'est pas encore considérée comme présente chez nous. Alors, elle est déjà, en réalité, il y a déjà des plantes qui ont été retrouvées chez nous, mais voilà, ça prend du temps avant que ce soit euh, mis à jour sur le site. C'est l'ambroisie à feuilles d'armoise. Donc ça, c'est une plante qui a un pollen qui est très allergisant. Donc en France, ils ont énormément de problèmes avec cette plante-là. Le souci, c'est elle est beaucoup plus allergisante que d'autres plantes et donc il y a 15 à 20% de la population qui est allergique en Rhône-Alpes, pour vous donner un exemple. Alors faites attention parce qu'en fait, c'est une plante qu'on retrouve beaucoup dans les graines pour oiseaux. Et c'est comme ça en fait qu'elle est arrivée chez nous. Donc faites attention si vous utilisez ces fameuses, vous savez, les boules de graisse pour nourrir les oiseaux l'hiver. Il y en a beaucoup qui contiennent ces plantes-là. Donc surveillez bien ce qui pousse au pied de ces boules, parce que souvent il y a de l'ambroisie à feuilles d'armoise. Alors, si jamais vous en retrouvez ou que vous pensez reconnaître cette plante-là, c'est une plante qui ressemble fortement à l'armoise. Je vous ai mis l'Observatoire wallon des ambroisies. Donc, si vous allez sur leur site internet, vous allez voir toutes sortes de photos. Euh, ce qu'il faut faire, en fait, n'essayez pas de la gérer vous-même, même si elle est facile à gérer, c'est pas ça le souci, c'est juste que il y a la cellule qui est Jean Blou Agrobiotech qui suit en fait l'invasion de cette plante-là. Donc c'est pour ça qu'ils ont créé l'observatoire. Et donc eux encodent toutes les données et encodent tous les endroits où la plante a été vue pour pouvoir mettre en place un suivi et aller surveiller ces zones-là. Donc si c'est dans votre jardin, évidemment, il faut que vous donniez l'autorisation pour qu'ils viennent la gérer. Sinon, vous pouvez la gérer, mais prenez-la en photo avant, au moins pour qu'ils sachent quelles sont les zones où potentiellement on peut en retrouver par la suite. Donc, si jamais vous la voyez, vous encodez vos observations sur iNaturalist ou vous envoyez un mail à owa@uliege.be. Alors, on va plus ou moins passer dans le vif du sujet. Avant de voir vraiment les 3 pires plantes invasives, parce que j'ai pas énormément de temps, donc je peux malheureusement pas en voir plus. On va quand même en voir d'autres que voilà, voir si vous les connaissez et on les verra pas dans le détail, mais juste au moins vous faire connaître un maximum de plantes. Et donc, si vous voulez participer,
vous pouvez, si vous la reconnaissez, donc cette plante-ci, mettre dans le chat la plante que vous pensez que ça peut être, ou vous activez votre micro et vous me dites tout haut. Donc, je vous donne les petites caractéristiques de cette plante. Donc, c'est une plante qui est grimpante. Elle peut croître horizontalement et verticalement. Donc, elle ne croît pas que sur les arbres, elle peut aussi s'étaler de manière horizontale. C'est une plante qui a un feuillage qui est très intéressant parce qu'en automne, il va rougir, comme on peut le voir sur les photos. Et donc, esthétiquement parlant, en tout cas, c'est une plante qui est beaucoup utilisée, qui est beaucoup mise en façade. Je vois toujours pas de réponse. Non. Donc, n'hésitez pas, hein, dans le chat, si vous savez quelle plante c'est, vous notez. Donc, elle fait des fruits noirs qui sont consommés par les oiseaux et qui, du coup, sont dispersés à longue distance. Le souci, c'est que s'il y a un environnement sauvage à proximité, bah, elle va avoir tendance à se fuir par là et à vraiment envahir le milieu et à tout couvrir. En fait. Donc, c'est ça le souci. Elle a des feuilles qui sont très reconnaissables. Ah, il y a mon chat qui vient dire bonjour. Ça, c'est les aléas du direct. Euh, donc, c'est une feuille qui est très reconnaissable. Donc, normalement, vous devez la reconnaître, même si vous ne reconnaissez pas forcément la plante invasive en elle-même. Mais donc, du coup, je vois qu'il y a peut-être une réponse. Non, c'est pas le lierre. Donc, c'est... Ah oui, je vois la réponse. Parfait. Douceline a la bonne réponse. Je sais pas si c'est votre prénom. Mais donc, c'est bien la vigne vierge, tout à fait. Donc, tac, j'essaie de passer. Voilà. Donc, vigne vierge, donc Parthenocersus sp, pour le nom latin. C'est une plante qui a un impact qui est modéré sur l'environnement, mais elle est présente vraiment sur tout le territoire. Alors, au niveau de la gestion, en fait, si on veut limiter la dispersion des plantes, il faut savoir si ce sont les graines qui sont problématiques ou si ce sont, par exemple, les tiges ou les rhizomes ou que sais-je. Là, le souci, ce sont les graines et donc la gestion, ça serait dans l'idéal de couper les fleurs en fin de floraison avant fructification pour limiter la dispersion et épuiser la plante. Le souci, c'est que pour une plante grimpante, je vous vois mal à chaque fin de floraison venir couper toutes les inflorescences. Le mieux, alors dans ce cas-là, c'est de remplacer la plante euh, si vous voulez en tout cas éviter qu'elle se dissémine dans l'environnement. Et c'est une plante qui fait également des substances allélopathiques et donc qui sécrète des substances toxiques pour les autres plantes au niveau des racines. Alors celui-là est très connu aussi. Un rhodo? Oh, pardon? Un rhodo? Oui, c'est ça, mais pas n'importe lequel. Donc tous les rhodos ne sont pas invasifs. Mhm. Donc celui-là, c'est le rhododendron pontique. Ok. Exactement, très bien. On a des bons élèves aujourd'hui. Et donc lui, c'est pareil que pour le rosier rugueux. Je pense pas que j'ai mis la carte. Non. Et les écosystèmes sensibles, en fait, ne seront pas par chez nous, enfin par chez nous, je sais pas où vous habitez en fait, dans nos régions. Donc moi, je suis du Hainaut, par exemple. C'est pas du tout à ces endroits-là qu'on va voir de tels envahissements. On va plutôt voir cet envahissement-là dans les zones acides, les landes, les forêts acides, les tourbières, les dunes côtières, les tourbières, etc. Je l'ai déjà dit. Donc toutes ces zones qui sont acides et sablonneuses aussi. Donc c'est un arbuste toujours vert, donc qui est dit sans pervirant. Euh, voilà, je pense que j'ai tout dit. Et il sécrète aussi des substances allélopathiques au niveau des racines. Et donc au niveau de la gestion, pareil. Hein, donc là, ce sont les graines qui sont problématiques, qui sont dispersées par l'eau, le vent. Une seule fleur peut faire jusqu'à 8000 graines, donc c'est assez conséquent. Et du coup, la gestion, ça va être de couper les fleurs en fin de floraison avant fructification si on ne veut pas, en tout cas, abattre l'arbuste. Sinon, forcément, la meilleure technique, c'est de carrément l'abattre. Alors, celui-ci, donc, je le vois énormément aussi chez les particuliers. C'est une plante qui a un aspect un peu exotique, comme ça, avec un port très étalé. La plupart du temps, donc c'est une plante qui est dioïque, donc on va avoir soit le plant mâle, soit le plant femelle. Ah, oui, vous pouvez y aller si vous l'avez. Je l'ai sous le bout de la langue.
on peut manger les fleurs dans les mets asiatiques, apparemment. Il y a des recettes avec ça, paraît-il, hein. Ah, c'est possible, ça je sais pas. Ça c'est une bonne à voir. Oui, ça C'est dépend. possible. Je me suis Alors je ne dis renseignée. rien pour l'instant, je vous laisse mijoter un petit peu. Donc on peut retrouver soit... Ah, je le vois dans les commentaires. Oui, le Donc sumac, oui, c'est ça. ouais, c'est ça, sumac de Virginie, c'est Oui, bien tout ça. à fait. Hop. Donc lui, il est Oui, B1, donc il a un impact qui est modéré et on le retrouve à l'état sauvage, mais pas... voilà, pour l'instant, ça va encore, il n'est pas trop problématique. il fait des rhizomes, hein. Voilà, donc il fait des drageons jusqu'à 10 mètres tout autour de la plante. Et alors, pour l'instant, on a de la chance, il ne fait pas beaucoup de reproduction sexuée, parce que justement, comme il est dioïque, on a soit le plant avec les fleurs qui sont stériles, qui sont, pardon, pas stériles, qui sont blanchâtres, verdâtres, et donc on met pas souvent celui-là. On va plutôt mettre celui qui porte le fruit, comme on le voit sur la photo du bas, fruit velu et bordeaux ici. Et donc souvent, comme les deux ne sont pas présents au même endroit, on aura très peu de reproduction sexuée. Mais le problème vient effectivement des drageons qui peuvent aller donc, jusqu'à 10 mètres quand même tout autour de la plante. Et alors, attention, si vous le coupez, les tiges sécrètent un latex blanc Ouais. qui est toxique pour la peau et qui fait des dermatoses, donc des affections moins graves que la bergicocase, mais quand même, ça fait pas chatouiller. Voilà. Alors, au niveau reconnaissance, il a aussi des tiges bras clairs et poilus. Et donc, ça peut aider aussi pour la reconnaissance. Et donc, c'est un arbuste qui peut aller jusqu'à 8 mètres de haut. Voilà. Alors, celui-ci, très connu normalement, beaucoup utilisé en haie, dans les parcs et jardins, et j'en ai moi-même dans mon jardin. Il était déjà là avant que j'arrive, c'est pas de ma faute, mais il est vraiment beaucoup présent partout. Oui, oui. Le laurier. Oui, très bien, le laurier cerise, c'est bien ça. Donc lui, pareil, il est B1, donc il a un impact qui est modéré. Et alors, ils estiment qu'il est peu présent finalement sur le territoire, alors que bon, moi je le vois partout, Oui. absolument partout. Alors, il est problématique parce qu'en fait, donc il fait de la reproduction sexuée, donc il est dispersé par les graines, mais il fait aussi du bouturage de tiges et des drageons et rejet de souche. Et donc, moi, je le vois beaucoup drageonner en fait depuis que je suis ici, et donc potentiellement, en fait, avec le réchauffement climatique, il va poser de plus en plus de soucis parce qu'il se plaît de plus en plus chez nous. Au niveau de la gestion, bah, c'est ce qui est fait la plupart du temps avec la haie. Et donc, il faut le tailler, en fait, hein, tout simplement. Donc, couper les fleurs dès que possible. Donc, en fin de floraison, si jamais vous voulez profiter de la floraison. Mais sinon, la plupart du temps, il sera coupé comme ça, de toute façon. En boule, en carré, en rectangle, en ce qu'on veut, tant qu'on coupe les fleurs. Pour les autres haies, c'est pas, c'est pas la gestion qu'on préconise, mais pour la plante invasive, oui. Voilà, donc vous le connaissez, hein, c'est aussi un arbuste sempervirent, toujours vert, avec des feuilles coriaces. Donc il est vert même en hiver. Il est toxique pour l'homme aussi, donc et les animaux. Donc faites attention. Et puis voilà, je pense que j'en ai fini avec celui-là. Et le dernier de cette liste-là, Buddleia. voilà, donc Buddleia ou arbre à papillons, très connu aussi. Il est B3, donc impact modéré, mais présent sur tout le territoire. Donc, c'est un arbuste avec des belles fleurs mauves, comme on peut le voir sur la photo. Les graines sont dispersées par le vent. Et alors, il a des belles feuilles dufteuses, très douces au toucher, si jamais vous voulez le toucher pour pouvoir le reconnaître peut-être. Mais bon, voilà, c'est un arbuste qu'on reconnaît assez facilement. Beaucoup vendu aussi, beaucoup planté par, par les particuliers, mais même en commune. Et alors, lui, on retrouve absolument partout, donc dans les friches. Souvent, on le voit dans les habitations abandonnées aussi, apparaître de nulle part. Il y en a chez mon voisin, il arrive chez moi aussi. Et donc, un arbuste fait des millions de graines. Donc, si jamais vous envoyez chez vos voisins, allez leur dire, pas comme moi, parce que là, je me retrouve à enlever les, les plantules à droite à gauche, c'est assez infernal. Alors, le souci avec cet arbuste-là, c'est qu'il est appelé arbre à papillons, c'est pas pour rien. Il attire beaucoup les papillons, ça c'est vrai. Mais en fait, il a un nectar qui est très peu sucré. Donc, il n'apporte pas énormément de nourriture finalement aux papillons.
Et alors, en plus de ça, en fait, il sécrète une substance qui est toxique dans les feuilles, qui est toxique pour les chenilles. Alors, les papillons sont pas si bêtes, donc ils ne vont pas pondre sur cet arbuste-là. Le souci, c'est que ils sécrètent aussi une autre substance qui est comme une drogue, en fait, qui va perturber les papillons, il va les attirer, ils vont toujours graviter autour de cet arbuste-là. Du coup, ils vont pas polliniser les plantes indigènes, les plantes locales, mais en plus, ils vont finir par s'épuiser et finalement ne même pas pondre du tout. Et donc, ben, on va avoir petit à petit, en fait, finalement, un impact, parce que c'est un leurre. En fait, c'est clairement un piège pour les papillons. Est-ce que les firmes, étant donné son problème d'envahissement, enfin de plantes invasives, n'ont pas mis sur le marché des Buddléas entre guillemets «stériles»? Est-ce que Tout à c'est vrai? fait. Est-ce que ce n'est pas vrai? Si, C'est juste c'est tout ça. à fait vrai. Alors, le souci, en fait, c'est que au niveau du SPW, donc dans la circulaire wallonne dont je parlais tout à l'heure, il y a plein de conseils qui sont émis, notamment le fait d'éviter d'utiliser tout ce qui est cultivar. C'est pareil pour le rhodo, en fait, le rhododendron. On conseille aussi de l'éviter tout simplement, en fait. Sauf bien sûr les plantes indigènes. Mais ici pour le buddléia, donc on va éviter tout ce qui est cultivar autour, mais c'est vrai qu'il existe des plantes qui sont stériles et que normalement on peut utiliser. En tout cas, je pense que jusqu'ici on m'a jamais dit qu'un plant stérile avait posé problème. Après, dans tous les cas, on conseille quand même d'aller principalement vers les plantes indigènes, les plantes locales. Et puis, bah, si on veut agrémenter avec des plantes plus horticoles, voilà, on peut aller vers d'autres types de plantes sans souci, mais il faut savoir que c'est toujours mieux quand même de favoriser les plantes indigènes. Alors, je surveille l'heure quand même. Donc, on va voir les principales plantes invasives, du coup, et ben, comment les gérer. Donc, je refais le petit exercice. Donc, il y a 3 plantes invasives qui sont les plus impactantes sur notre territoire. Himalaya. Voilà, donc c'est la balsamine de l'Himalaya, tout à fait. Donc, vous allez voir que ces plantes-ci sont généralement A3, et donc elles ont un impact environnemental qui est très élevé, et elles sont présentes sur tout le territoire. Donc ici, c'est une plante qui est herbacée, peut aller jusqu'à 4 mètres de haut. Elle a des tiges qui sont rougeâtres et cannelées, donc c'est-à-dire que vous voyez que c'est pas tout lisse tout autour, c'est vraiment comme carré comme ça. On a des belles fleurs rose fuchsia qui sont très bons d'ailleurs, et des fruits qui sont explosifs. Donc, vous voyez les fruits ici qui ne sont pas à maturité sur la photo, mais à maturité, en fait, il y a une sorte de ressort qui va expulser le fruit jusqu'à 7 mètres autour de la plante. Le souci, c'est que donc, ce sont des plantes qu'on va retrouver généralement en bordure de berges de cours d'eau, donc dans des endroits un peu humides, ensoleillés. Et donc, bah, si la graine est expulsée dans le cours d'eau, on va se retrouver finalement avec un envahissement qui va se perpétrer tout au long du cours d'eau. Voilà au niveau, de toute façon, ouais, j'ai mon petit copion ici. Mmh. Donc les graines sont viables pendant 3 ans. Donc ça, c'est le souci avec les plantes invasives, c'est que ben, il y a des viabilités qui sont variables. Donc ça, c'est une moyenne, hein, évidemment. Donc ça peut être plus comme ça peut être moins. C'est pas la plus grande viabilité, mais enfin voilà. Si jamais vous en avez dans votre jardin et qu'elles sont déjà montées en graines, et ben, sachez que vous en avez pour 3 ans à peu près de gestion. Elle s'enlève très facilement, hein. Oui, on va en parler juste après. Pardon, Mais pardon, effectivement, pardon. il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de suspense, On ne vous inquiétez non, pas. on en a eu chez nous, c'est pour ça. Ouais, ouais. Ben, c'est la plus facile à gérer, honnêtement. Mmh. Mais bon, voilà. En fait, comme elle fait beaucoup de graines et qu'elle se disperse facilement, ben, voilà, elle fait des énormes populations. Et comme on la retrouve en bordure de cours d'eau, c'est là, en fait, qu'on peut avoir des grosses invasions et des difficultés à la gérer. Les feuilles sont opposées, dentées, allongées et pointues. Et donc, la tige est rougeâtre et cannelée, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et alors, elle est creuse aussi. Alors, vous voyez que l'enracinement est très superficiel. Donc, je vous en parlais tout à l'heure. Vous le voyez sur la photo du dessus. Et du coup, bah, effectivement, elle est très facile à arracher. Ça va être la gestion principale d'ailleurs de cette plante-là. Et alors, par contre, attention, parce qu'elle peut se réenraciner à partir d'une tige cassée. Donc, on va éviter tout ce qui est débroussaillage ou la couper en morceaux et la laisser sur place.
On va préférer peut-être exporter les déchets verts ou en tout cas les laisser sans contact avec le sol sur une bâche, une dalle béton, que sais-je, ou même dans un abri. Moi, je fais ça, je les tape dans un abri de jardin et je les laisse sécher pendant un an. Donc, on va la retrouver, donc, comme je vous l'ai dit, sur des endroits un peu humides et ensoleillés. Ce sont des fleurs qui sont très mellifères. C'est le cas de beaucoup de plantes invasives, en fait. Donc, c'est un peu allez, comment dire, je trouve plus le terme. Enfin, c'est le problème, c'est que comme elles sont très mellifères, il y a beaucoup de personnes qui se disent, ah ben oui, mais c'est dommage, elles sont bonnes pour les pollinisateurs. En fait, nos plantes locales sont très, très, très mellifères aussi. En tout cas, certaines sont extrêmement mellifères et sont plus intéressantes. Et puis, il faut savoir que si les insectes pollinisent les plantes invasives, ben, c'est aussi perpétrer ces plantes-là, perpétuer en tout cas leur invasion. Et elles vont polliniser ces plantes-là plutôt que les nôtres, ce qui a aussi un impact. Ce sont des plantes qui sont annuelles, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, au niveau de la gestion, ça va être l'arrachage à la main. Au mois de juillet, donc à peu près en période de floraison. Donc, vous voyez les tapis que ça peut faire. Donc voilà, quand on a une invasion pareille, ben là, ça devient quand même compliqué. Il faut compter quand même 3 passages. Ça va être le cas à chaque fois pour toutes les plantes invasives. Il faut mettre en place un suivi et bien surveiller. Alors, si c'est dans votre jardin, a priori, c'est plus simple qu'en commune où ben là, il faut carrément aller sur place tous les X temps pour surveiller tous les espaces qui ont été envahis. Mais comme c'est chez vous, c'est plus simple de mettre en place une surveillance et de voir si oui ou non euh, la plante revient ou si on a oublié tel ou tel plan. Hop. Alors, celle-ci. Donc là, c'est une plante herbacée aussi, géante, qui pose des problèmes sanitaires. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. La grande berce du Caucase. Voilà, c'est ça. Donc, c'est la berce du Caucase, tout à fait. Donc, A3, hein, pareil. Donc, il faut pas la confondre avec notre berce à nous, donc c'est la berce commune, qui est indigène, et qui est aussi photosensibilisante. Donc, attention, elle cause aussi des brûlures, mais moins fortes et moins graves que la berce du Caucase. Alors, on voit que voilà, c'est une plante qui est géante. Donc, elle est très, très, très haut, jusqu'à 4 mètres, voire même plus. On voit la feuille ici, donc sur la photo de gauche. La feuille peut faire jusqu'à 1,50 m de longueur. L'inflorescence qu'on voit, donc toutes les petites tiges là qui portent les fleurs, peuvent faire, la totalité peut faire jusqu'à 50 cm de diamètre. Et alors regardez bien toutes ces petites tiges justement, donc on appelle les rayons. C'est un des critères de reconnaissance par rapport à la berce commune. Ici, on voit qu'il y en a énormément. Donc, il y en a 50 à 120 chez la berce du Caucase et moins de 30 chez la berce commune. Donc, ça, c'est un critère qui est très facile quand la plante est en fleur au niveau reconnaissance. Donc, au niveau des feuilles, c'est aussi un critère de reconnaissance, mais bon, si on n'est pas botaniste, c'est pas si simple de reconnaître. Mais voilà, par rapport à la berce commune, on a des feuilles qui sont beaucoup plus découpées, c'est beaucoup plus accidenté, comme ça, plus denté. Chez la berce de commune, on a des feuilles qui sont un peu plus, avec des bords un peu plus arrondis et moins découpés. Vous voyez que la racine, donc sur la photo ici, est beaucoup plus grosse que pour la balsamine de l'Himalaya. On a une racine qui est bien ancrée, bien grosse et profonde. Donc là, on oublie l'arrachage, ce sera pas possible. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une plante qui est photosensibilisante, donc elle brûle. Alors, si vous gérez cette plante-là et que vous êtes brûlé, vous ne cherchez pas, vous agissez vraiment comme pour une brûlure classique. Donc, vous restez 15-20 minutes sous l'eau tiède et vous filez aux urgences. Vous risquez d'avoir des grosses cloches. Enfin, vraiment, je vous ai pas mis de photos, je pense pas. Mais il valait mieux pas. Si vous êtes curieux, allez voir sur Internet, vous verrez, c'est assez impressionnant. C'est une plante qui est bisannuelle à pérenne et donc on va la retrouver aussi sur des sols assez humides, des milieux rudéraux, des prairies, des forêts à l'état sauvage et donc beaucoup aussi en bordure de cours d'eau. Et alors là, par contre, les graines sont viables pendant 7 ans. Donc là, c'est plus compliqué au niveau de la gestion. Donc là, c'est pour comparer donc la berce commune de la berce du Caucase. Donc
je répète, pour les rayons, moins de 30 rayons chez la berce commune, entre 50 et 120 chez la berce du Caucase. Alors, il y a la taille aussi, hein. Donc, la berce commune fait moins de 2 mètres de haut, la berce du Caucase de 2 à 4 mètres. Après, si vous vous retrouvez face à une plante qui fait 2 mètres, ben, voilà, ça devient compliqué. Et alors, pareil, la berce du Caucase, quand elle est gérée, donc dans les endroits où elle aura été gérée de la manière que je vous montrerai tout à l'heure, ben elle fera plus 4 mètres de haut. En fait, elle va avoir aussi un développement qui va être plus faible. Et donc, c'est les risques aussi de la confondre. Donc, ces critères-là, ben, voilà, sont bien à certains moments, mais pas toujours évidents. On retrouve aussi l'aspect, donc les feuilles plus arrondies chez la berce du Caucase, plus découpées chez la berce brillante, la berce du Caucase. Et les feuilles sont plus mates chez la berce commune. Mais encore une fois, si on n'est pas botaniste et si on n'a pas les plantes côte à côte, c'est pas toujours évident de les reconnaître si on les connaît pas bien. Du coup, j'ai un critère, ne vous inquiétez pas, qui est hyper facile et qui est valable en toute période. Ce sont les ponctuations rouges. Donc ces ponctuations-là, en fait, on va les retrouver chez la berce du Caucase et pas chez la berce commune. Par contre, attention, il y a des plantes qui ressemblent énormément aux berces. L'angélique. Voilà, par exemple. Donc, c'est arrivé il n'y a pas longtemps justement à quelqu'un qui n'a pas fait attention. Il n'y avait pas de ponctuation rouge, donc à ce niveau-là, normalement, il n'y avait pas trop de doute. Mais c'est vrai qu'elle ressemble énormément. En fait, toutes les ombellifères, donc les carottes aussi, carottes sauvages, vont se ressembler entre elles, mais les feuilles vont être totalement différentes, que ce soit l'angélique, la carotte ou les berces. Et donc, il faut d'abord reconnaître les feuilles et les reconnaître, savoir que c'est une berce, et ensuite on regardera les ponctuations rouges. Parce qu'en fait, ces ponctuations-là, on va les retrouver aussi sur d'autres plantes comme les pétasites, par exemple. Et donc, voilà, si vous regardez juste les ponctuations rouges, ben, vous risquez de voir des berces du Caucase partout, alors qu'en fait, non. Ah, j'ai mis une photo quand même, mais elle n'est pas trop dégueulasse. Donc, si jamais vous voulez mettre en place une gestion contre cette plante, faites extrêmement attention. Moi, je vous conseille de ne pas le faire vous-même de toute façon, hein. Donc, soit de vous appeler un contrat de rivière si c'est au niveau d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau qu'elle est présente, soit de vous appeler la commune pour voir s'ils ont des équipements de protection adaptés et s'ils veulent bien venir la gérer eux-mêmes. Sinon, il y a de plus en plus d'entrepreneurs en fait qui se spécialisent dans la gestion des plantes invasives. Mais donc, vous voyez qu'il faut mettre des bottes, un pantalon à longue, un pantalon quoi, imperméable, une veste à longue manche imperméable, des gants, une capuche. On n'oublie pas la Comme un capuche. pompier, quoi. Oui, bah oui, très clairement, avec la visière. Donc, il faut vraiment qu'il y ait 0 cm de peau qui dépasse parce qu'en fait, c'est la sève de la berce qui va être photosensibilisante. Le problème, c'est que bah, quand vous coupez la plante, vous risquez d'avoir des projections. Et alors, attention, surtout, parce que c'est à ce moment-là qu'on se brûle généralement, nettoyez bien tout tout votre vêtement, parce que quand vous allez l'enlever, c'est à ce moment-là, généralement, qu'on se brûle et qu'on se retrouve avec de la sève sur les mains. Donc, faites très attention à ça. Au niveau de la gestion, on va appliquer en fait la coupe sous le collet. Donc, si vous avez une bêche bien aiguisée, vous allez pouvoir mettre en place cette gestion-là. Donc, le collet, c'est ce qui se trouve, on le voit sur la photo, donc c'est ce qui se trouve entre la partie aérienne et la partie souterraine. Donc, c'est l'endroit où les cellules vont se multiplier et se différencier en tiges ou en racines. Et donc, il faut couper à 15-20 cm de profondeur dans le sol pour couper bien en dessous du collet. Et si vous coupez là, vous aurez plus de chances soit de tuer la plante, soit en tout cas de bien l'affaiblir. Et après peut-être 2-3 ans de gestion, même pas, elle va finir par décéder. Alors, on l'arrache pas parce que, comme vous l'avez vu tout à l'heure, la racine est beaucoup trop profonde. Après quelques années de gestion, par contre, vous pouvez l'arracher à la pioche. Il y a un contrat de rivière qui gère ce qui lui reste de berce de cette façon-là. Mais donc voilà, ça c'est la technique la plus utilisée, la plus simple, c'est la coupe sous le collet avec une bêche du coup bien aiguisée. On agit en mai-juin et on repasse 3 à 4 semaines après si la plante a repris, parce que ce sont des plantes qui poussent très vite évidemment. Et donc si elle repousse, hop, on remet un petit coup dessus.
Alors, il y a d'autres techniques qui peuvent fonctionner. Donc, la fauche. Enfin, il faut être quand même plus équipé. Mais bon, ça peut fonctionner si vous n'avez pas de bêche ou si c'est trop compliqué, si vous avez vraiment une grosse population. Vous pouvez faucher 3 à 4 fois entre juillet et fin août. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut utiliser la pioche si on veut vraiment, si on a un plan, par exemple. On peut se dire, OK, on coupe les tiges avant pour ne pas se ramasser la plante sur le crâne et éviter du coup les projections de sève, etc. Donc, on va couper la partie aérienne et à l'aide d'une pioche, on peut essayer d'avoir toute la racine. Ou vous coupez au moins toutes les inflorescences, mais faites attention aux projections de sève. La dernière, mais pas des moindres, est la star du jour, qu'on se le dise. Donc, il y en a plusieurs chez nous. Elles viennent du Japon notamment. J'attends. Et donc, ce sont des La, re- plantes. la Ouais, renouée du Japon. voilà. Donc, plutôt les renouées asiatiques. Donc, je vais vous en parler juste après. Donc, bon, la plupart d'entre vous les connaissent déjà. Donc, ce sont des plantes de la famille des Polygonacées. Et donc, elles font ça ressemble un peu au bambou, en fait, au niveau de la tige. Ce sont des plantes herbacées avec une tige creuse, rougeâtre. Vous voyez qu'elle fait des fleurs blanches, blanchâtres. Et donc, en hiver, on va se retrouver avec des tiges rougeâtres aussi. Voilà. Donc, ce sont bien les renoues asiatiques. Hop. Et donc, en fait, il y a plusieurs espèces. Donc, sur la photo, avec les feuilles, vous voyez la grande feuille qui fait 20 cm de long. C'est la renouée de Sakhaline. Donc, c'est une renouée avec des grandes feuilles, avec une belle forme de cœur. Donc, un cœur très marqué. Donc, ça, c'est la renouée de Sakhaline, qui fait partie des renouées asiatiques qui sont problématiques. On a la renouée du Japon, qui est la plus petite feuille, donc avec la base qui est tronquée. Donc, c'est-à-dire que là où vous voyez le pétiole, la base de la feuille, elle est totalement horizontale, en fait, toute droite. Donc, elle n'est pas du tout en forme de cœur, pour le coup. Et on a les renouées hybrides. Donc, ce sont des hybrides entre les deux, tout simplement. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on va pouvoir trouver dans le milieu naturel plein de formes de renouées différentes, plein de formes de feuilles différentes, parce que en fait, il y a plein d'hybrides et ce sont celles qu'on retrouve le plus en fait. Ce sont les renouées hybrides ou renouées de bohème. Et donc voilà, c'est pas nécessairement important de pouvoir reconnaître si c'est une de Sakhaline, une du Japon ou une de bohème. De toute façon, c'est bon, voilà, la bohème qui est la plus représentée et la plus invasive. Mais quoi qu'il en soit, elles sont toutes problématiques. Alors, pour vous dépeindre un peu le portrait de cette magnifique plante, donc elle fait des rhizomes. Donc, je vous explique ce que c'est juste après. C'est pas tout à fait des racines, mais pour l'instant, on va dire ça. Qui peuvent aller jusqu'à 7 mètres de profondeur dans le sol, jusqu'à 20 mètres latéralement autour du plant. Donc déjà, rien que ça, c'est déjà très problématique. Un tout petit bout de rhizome de quelques grammes peut refaire une plante entière. Donc si, par exemple, vous arrachez des morceaux de rhizome, que vous broyez ça et que vous rebalancez ça dans l'espace, qu'importe dans un compost ou quoi, ça va reprendre. Et vous allez avoir, chaque bout de rhizome va refaire une plante. Donc c'est très problématique à ne pas faire. Et alors, en plus de ça, tout fragment de tige va aussi se réenraciner. Donc ça, c'était pas connu au début. C'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui. En fait, c'est à cause de la gestion qu'on a mis en place contre les renouées. Parce qu'en fait, on a fait beaucoup de gyrobroyage. Donc, on a coupé et broyé les renouées et ensuite on les a retapés soit sur l'espace là, soit on a été mettre ça au compost, soit on a déplacé ça vers des centres de déchets. Et donc, tous les morceaux de tiges ont pu aussi se retrouver à l'extérieur et réenvahir d'autres endroits. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir avec les renoues asiatiques, c'est que les graines ne sont que très peu viables chez nous. Pour l'instant, en tout cas, il y a très très peu de reproduction sexuée et c'est pas de cette manière-là en fait qu'elle envahit le territoire. C'est vraiment juste à cause de ses rhizomes et de sa tige et du fait qu'elle se réenracine à ce niveau-là. Voilà pour l'explication. Donc, vous voyez ici des racines tout à fait classiques à gauche. Alors, un rhizome, en fait, c'est une tige souterraine. Donc, c'est vraiment une tige qui va partir dans le sol et qui va reformer une plante un peu plus loin.
Et cette même plante peut refaire un peu comme des stolons, en fait, comme certaines plantes. Donc, ça va refaire à chaque fois, hop, des plantes un peu plus loin. Et donc, on a une plante mère qui va pouvoir fuir de part et d'autre de la plante et refaire à chaque fois des nouvelles plantes, entre guillemets, mais en fait, ce sont ses enfants, entre guillemets. Et Le donc, bambou, c'est la même chose, non? voilà, exactement. Alors, il y a des bambous qui sont différents, qui sont cespiteux, donc eux vont juste Mhm. faire une touffe. Mais d'ailleurs, je sais pas si vous les voyez, mais mon voisin en a aussi. Et je suis envahie de bambou. Et donc oui, il fonctionne de la même manière, aussi avec des rhizomes. Et chaque rhizome porte des racines. Donc là, des vraies racines qui sont classiques. Donc là, ce sont des petits posters qui ont été réalisés par le SPE pour pouvoir reconnaître les renouaux asiatiques en toute saison. Donc vous les voyez au printemps sous forme de plantules. Voilà, ici, donc on les voit souvent sortir de terre, ça ressemble aussi un peu au bambou. Ici en pleine saison, en été, en automne, quand elle commence à fructifier, et en hiver, quand on voit ces beaux rameaux rougeâtres. Alors, pour les renoués asiatiques, le mieux, en fait, c'est de ne pas gérer plutôt que de mal gérer. Et donc, le conseil principal, je pense que j'en reparle juste après, c'est que on en est arrivé à un tel point que on conseille de ne plus gérer si c'est possible. Parce qu'en fait, si on n'avait pas géré la renouée du Japon, enfin les renouées asiatiques, on n'en serait pas là aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, en fait, c'est vraiment la gestion qu'on en a fait qui fait qu'on en est là. Aussi les mouvements de terre, voilà, les terres contaminées qu'on a déplacées, etc., les zones de travaux. Mais sinon, vraiment, c'est à cause de la gestion en espace public qu'on en est arrivé là. Et puis, les dépôts sauvages, etc. Donc, pour la gestion, on va privilégier, si on lutte, les techniques avec les risques de dissémination les plus limités. On évite, vous l'aurez compris, le broyage, le compostage. On vérifie, on nettoie le... Oh, pardon, il y a une question? Non, non. On vérifie, on nettoie le matériel après la gestion. Donc, il faut savoir que si vous gérez, il faut faire attention à vos chaussures. Si c'est sur votre terrain, par exemple, il y a des morceaux de tige ou de rhizome qui peuvent se coincer dans les chaussures, et ça arrive plus souvent qu'on ne pense. Et du coup, vous risquez vous-même de réenvahir votre terrain ou votre jardin. On privilégie l'incinération ou le compostage industriel dans des centres agréés. Je vous ai mis plein de liens en fin de présentation aussi pour retrouver ces centres près de chez vous. Si vous devez transporter les déchets, vous les emballez de manière hermétique le plus possible pour éviter à tout prix que les déchets se retrouvent à l'extérieur. Et on évite à tout prix le transport des terres contaminées, sauf si on les emmène dans des centres de traitement adéquats. Alors, le SPOE a également fait, en collaboration avec notre ASBL, ça y est, j'ai un trou, un arbre de décision. Et donc, pour savoir si oui ou non il faut agir. Alors, en tout cas, info très importante, suivant aussi les régions où vous habitez, après les inondations de 2021, il y a eu énormément de zones qui ont été envahies par des pousses de renouée. Et sachez qu'en fait, si une renouée asiatique vient d'arriver chez vous, ou est là depuis moins de 2 ans, vous pouvez encore l'arracher. Le système rhizomateux, en fait, ne sera pas assez profond que pour que vous galériez comme avec les renouées qui sont présentes depuis plus longtemps. Et donc, c'est vraiment le moment, par contre, pour essayer de l'arracher dans sa totalité. Je vous montrerai après comment l'arracher de la meilleure manière. Ce sera beaucoup plus compliqué si elle est là depuis plus longtemps, depuis plus de 2 ans. Mais essayez, en tout cas, surveillez bien des nouvelles apparitions parce que c'est le seul moyen de l'éradiquer totalement. Alors, si la renouée est présente depuis plus longtemps, mais qu'elle ne cause pas de nuisance avérée, si elle est juste présente dans le fond de votre jardin, on conseille de ne pas intervenir. Justement à cause du fait que si on intervient, il y a un risque plus grand d'envahissement en fait et de dissémination de la plante. Si elle cause une nuisance, mais que vous ne pouvez pas assurer un suivi régulier et sur le très long terme, alors on n'intervient pas non plus. Dans un jardin, c'est quand même plus facile parce que là, vous pouvez
bah, vous êtes dedans, pas tous les jours, mais en tout cas plus souvent que dans des espaces verts communaux. Et donc là, il y a peut-être moyen quand même de la gérer assez régulièrement, mais ça demande beaucoup d'énergie et sur de très long terme. Donc, quand je dis beaucoup d'énergie, c'est si par exemple on fait de l'arrachage ou du fauchage, c'est toutes les 3 semaines à tous les mois, pendant 5 à 10 ans, voire plus, pendant la haute saison. Mais donc voilà, c'est une intervention qui est très lourde. Euh, et donc, je vais vous présenter en fait les différentes techniques. Donc, soit on agit sur les organes souterrains, mais je pense que ça, je les présente même pas. Non, parce qu'en fait, donc là, ça va être carrément d'utiliser des énormes machines qui vont venir excaver la terre. Donc, c'est-à-dire creuser toute la terre qui contient les rhizomes, sauf que cette terre est juste, il y a un volume gigantesque, et tout excaver. Donc, voilà, c'est juste impossible en fait dans la plupart des cas. Il y a quand même des entreprises qui font ça maintenant, mais voilà, ça coûte extrêmement cher. Mais il y a des entreprises aussi qui ont des nouvelles techniques qui pourraient gérer ça si vous en avez chez vous. L'avantage, c'est que l'intervention est unique, le résultat est rapide et on a une élimination qui est définitive de la plante, mais par contre, le coût est élevé, hein, plus de 50 € par mètre cube de terre excavée. Et ça nécessite une bonne accessibilité du jardin parce que ce sont des énormes machines. Ensuite, il y a les techniques d'atténuation. Donc là, on va agir sur les organes aériens. Donc la mise en œuvre est moins lourde, le coût annuel est réduit, mais par contre, ce sont des interventions donc à répéter sur plusieurs années. Donc comme je l'ai dit, 10 ans voire plus, très 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 régulièrement, et ça permet rarement l'élimination définitive de la plante. Est-ce que les chèvres ou les moutons ne mangent pas? Ouais, je pense qu'on en parle juste après ça aussi, ou Pardon. ouais, juste après. Mais oui, effectivement. Alors pas de la même manière, on verra ça juste Mm. après. Alors, si jamais, par contre, vous voulez quand même gérer vous-même, essayer d'excaver vous-même les rhizomes, si vous avez juste un plan. Pour reconnaître les rhizomes de renouée, c'est assez simple. En fait, elle a une section qui est orangée. Donc, c'est ce qu'on voit sur la photo en haut à droite. Et donc, vous saurez s'il y en a encore et s'il faut continuer à creuser ou pas. Alors, les techniques d'atténuation, donc si votre massif est de petite taille, donc moins de 50 mètres carrés, on va pouvoir utiliser les techniques les plus chères, donc le bâchage, l'arrachage répété et l'injection d'herbicides dans certains cas. Et sur les massifs de grande taille, on va pouvoir mettre en place du pâturage, donc avec justement les animaux, plantation d'arbres arbustes et fauche répétée. À savoir que pour ces techniques-là, le mieux, c'est de combiner plusieurs méthodes. Donc, on va pouvoir, par exemple, faire de l'arrachage, bâchage, plantation d'arbres arbustes, et on aura plus de chances de lutter contre la renouée, mais très peu de l'éliminer complètement. Alors, justement, Mm. donc le pâturage. Alors, ce qui fonctionne le mieux au niveau des animaux, ce sont les chèvres. Donc, les chèvres vont consommer la plante en entier et la plante adulte. Donc, même si vous commencez un petit peu trop tard dans la saison, elles vont vraiment consommer la totalité et elles adorent ça. Donc, même s'il y a d'autres plantes qui sont appétentes pour elles, elles vont quand même consommer la renouée. Les moutons vont plutôt consommer les jeunes pousses. Donc là, il faut commencer vraiment le plus tôt possible dans l'année et là, ils vont pouvoir les consommer tout au long de l'année. Alors, ce qui est génial, c'est que là, on n'a pas de production de déchets verts parce que c'est un casse-tête avec les renouées asiatiques de savoir ce qu'on va faire de ces déchets vu qu'ils seraient en racine au niveau des tiges. Par contre, forcément, il y a le coût. Donc, clôture, si votre jardin est clôturé, c'est bon. Et soins aux animaux, donc il y a des soins vétérinaires. Après, sachez qu'il y a des races qui sont rustiques, qui nécessitent extrêmement peu d'entretien. Il y en a qui mettent bas toutes seules. Les moutons perdent leur laine tout seuls. Ils ont besoin de très peu de soins vétérinaires. Pas tous, hein, mais certaines races rustiques en tout cas. Et alors, il y a plein maintenant d'entreprises ou d'éleveurs qui peuvent vous mettre à disposition des bêtes. Eux cherchent des terrains. Et donc, si jamais, ça peut être une solution. Par contre, on voit que dès qu'on arrête, on a une recolonisation rapide du milieu par la renouée. Donc, on n'a pas encore de retour sur du très très long terme de la gestion. On a des retours sur 3 ans et dès qu'on arrête, ça reprend quand même assez bien parce qu'on a agi que sur les organes aériens. Et donc, forcément, voilà, c'est pas magique non plus. Alors, la bâche, je vous le dis tout de suite, c'est extrêmement cher. Et alors, il faut faire très attention au choix de la bâche. Donc,
Déjà, il faut une bâche opaque, une bâche perméable, mais qui soit très solide et qui soit anti-racine. Parce qu'en fait, les renouées vont pouvoir percer les bâches, mais très facilement. Vous aurez peut-être déjà vu comme ça des talus avec des bâches qui sont complètement percées de partout. Donc, il faut vraiment bien la choisir. Souvent, ce sont des bâches Plantex de classe 5 minimum. Et donc, c'est vraiment extrêmement cher. Si vous avez des bâches en plusieurs morceaux, il faut absolument les recouvrir et donc les superposer sur minimum 30 centimètres, mais vraiment plus, c'est mieux. Il faut savoir que la renouée ne supporte pas bien l'ombre et donc va rechercher à chaque fois le soleil. Donc elle va passer entre les couches de bâche et va ressortir. Même en recouvrant bien, ça va arriver, hein, mais voilà, on limite le plus possible en tout cas. Et alors, vous avez deux choix. Soit vous enterrez la bâche à 30-50 centimètres de profondeur, vous remettez de la terre cultivable par au-dessus et vous réensemencez avec des graminées ou des herbacées, ou en tout cas des plantes adaptées à votre milieu. Si vous avez un sol acide, faites attention, sol calcaire, prenez des plantes qui sont vraiment adaptées à votre sol pour plus de chances de compétition. Mais alors, vous ne pourrez mettre que des plantes qui ont un enracinement jusqu'à 50 centimètres. Donc plutôt des plantes herbacées. Il faut laisser la bâche sur place pendant plus de 5 ans, mais c'est le grand minimum. Et donc vous allez vous retrouver avec une bâche voilà, en plastique dans le sol. Mais bon, dans le cas des renouées asiatiques, c'est peut-être mieux quand même que d'avoir de la renouée. Alors, vous pouvez donc soit faire cette technique-là, soit mettre la bâche en surface, faire des trous et planter, on va le voir juste après, des arbres arbustes qui sont très compétitifs aussi avec la renouée. Donc ça peut conduire quand même à l'élimination sur le long terme de la renouée, mais attention parce que le coût est très élevé. Alors, la compétition, donc c'est la technique qui est la plus utilisée en France et eux pensent vraiment que c'est ce qui va permettre pas de l'éliminer, mais au moins de bien la gérer. Et c'est vrai que ça fonctionne bien. Comme je vous l'ai dit, la renouée supporte mal l'ombre. Ah, mal. Elle aime pas trop ça, mais bon, ça la tue pas évidemment. Euh, et donc, on va pouvoir planter là des espèces qui vont avoir un enracinement beaucoup plus profond, et donc des arbres arbustes du type saule, aulne, qui fonctionnent extrêmement bien et qui vont du coup être plus grands et faire beaucoup plus d'ombre au-dessus des renouées. On choisit des arbustes à croissance très rapide et qui sont adaptés au milieu. Donc, si vous avez un milieu humide, voilà, choisissez plutôt le saule et l'aulne, ça fonctionnera de toute façon, mais choisissez des plantes adaptées. Alors, on a une revégétalisation rapide du milieu, donc ça c'est bien si vous vouliez justement peut-être avoir un écran végétal, une haie, que sais-je. Par contre, il faut passer très régulièrement pour arracher les pousses au niveau des trous. Et les arbustes qui vont mourir, il va falloir les remplacer parce qu'en fait, on plante à très haute densité, donc il y a un risque forcément de mortalité. Voilà. Alors, des tests ont été effectués avec des plantes grimpantes comme la clématite des haies, le houblon, et ça fonctionne extrêmement bien. Donc là, par exemple, c'est un site qui était totalement envahi. Mais on voit plus tellement en fait la renouée du Japon en dessous de la clématite parce qu'elle vient vraiment grimper par-dessus. Donc à ce niveau-là, ça fonctionne bien. Après, ce sont des plantes que généralement on n'a pas trop envie de mettre dans son jardin. Ce sont pas les plantes qui sont considérées comme les plus esthétiques, mais vous pouvez aussi prendre des plantes grimpantes autres de votre choix. Alors, il y a le cas particulier du sureau ièble. J'ai toujours pas vérifié, je devais le faire, j'oublie à chaque formation. Donc, en fait, c'est un sureau qu'on retrouve, qui est pas si connu que ça finalement. Mais la question que je me pose, c'est est-ce qu'il est indigène ou pas? Moi, j'avais cru voir qu'il l'était, mais dernièrement, on m'a dit que c'était apparemment pas le cas. Donc ça, c'est une information quand même à vérifier avant. Mais il y a des tests en fait qui sont effectués pour l'instant avec le sureau et il sécrète des substances qui sont toxiques pour les renouées asiatiques. Donc il fonctionne très bien du coup pour concurrencer les renoues. Alors l'arrachage répété, donc si vous avez des hectares qui sont envahis, ça va être compliqué, hein. Mais c'est une technique quand même qui fonctionne bien et qui affaiblit rapidement la renouée. Alors là, il faut utiliser une fourche plutôt, fourche bêche, parce que les rhizomes sont très cassants. Donc si vous essayez de l'arracher à la main, ça va jamais fonctionner, ça va se casser.
C'est le cas de beaucoup de renouées d'ailleurs qui fonctionnent comme ça. Donc il faut vraiment passer en dessous et essayer de faire ressortir en fait les rhizomes à l'aide d'une fourche. Il faut éliminer pardon, un maximum de rhizomes. Donc, comme je vous l'ai dit, dans les 2 ans, ça va être assez simple. Après, ça va être beaucoup plus compliqué. Mais ça peut être une technique à mettre en place en combinaison avec d'autres techniques. Ça peut conduire à l'élimination sur le long terme, mais alors là, il faut passer extrêmement souvent. Donc, c'est toutes les 3 semaines, voire tous les mois, mais ça devient déjà trop espacé, pendant 5 ans, voire plus. Et alors, il faut passer très régulièrement. Et on a quand même un affaiblissement assez rapide de la roue. J'ai bientôt fini, vous inquiétez pas, parce que je vois que je suis un peu en retard. Alors, au niveau de la fauche répétée, donc là, on va faucher avec des outils manuels, donc un sécateur, en fait. Donc, voilà, si vous avez aussi une grosse population de renouées, ben, ça va prendre un petit peu de temps. Et donc, vous venez au sécateur, en fait, couper toutes les parties aériennes. On ne broie pas, hein, je le répète encore une fois, une dernière fois promis, mais on ne broie surtout pas les tiges, sous peine d'en retrouver absolument partout. On ne débroussaille pas non plus, hein, du coup. Et alors, on débute la première fauche quand la plante atteint une hauteur de plus ou moins 50-60 cm. Et c'est à répéter tous les mois pendant plus de 5 ans aussi. Donc, c'est ce que je vous disais, hein, quand on met en place une lutte contre la renouille du Japon, il faut être prêt quand même à y mettre énormément de temps et d'énergie et sur une période très longue. Et alors, allez, peut-être au bout de 3 ans, on va pouvoir espacer un petit peu plus les fauches et donc se dire, bon, bah, ok, je vais pouvoir faire ça tous les mois et demi par la suite. Ça peut être la technique qu'on fait qui est plus facile quand même que l'arrachage et moins énergivore. On peut se dire, bah, ok, je fais ça pendant 3 ans. On va déjà bien affaiblir le massif. Et puis, voilà, on va peut-être se dire, ok, maintenant j'arrache, je bâche et je plante. C'est pas mal Est-ce qu'on a, pour... Oh, pardon, pardon. non, excusez-moi. Est-ce qu'on n'avait pas essayé de faire un chauffage à la vapeur, chauffage thermique Et, sur les voies publiques, non? Il me alors, semble. peut-être qu'ils ont essayé. S'ils ont essayé et s'ils font encore, c'est le chimique. On va en parler juste après ça. Mhm. Mais le thermique ne fonctionne absolument pas. Ne perdez pas votre temps parce que, en fait, vous allez à peine impacter. En fait, ce sont des plantes tellement grandes déjà que vous allez juste brûler une Mhm. partie de la partie aérienne, mais vous n'allez pas du tout toucher aux racines. Euh, Tandis qu'au moins En- avec la fauche, voilà. Avec la fauche, c'est plus rapide, donc on coupe au moins toute la partie là. Elle doit refaire toute sa partie aérienne, donc puise un Mhm. peu plus d'énergie. Mais là, le temps que vous cramiez vraiment toute une tige, ça va prendre beaucoup de temps, je pense. Mais une fois que le fauchage est fait, ça vaut pas la peine de le faire à la vapeur. Honnêtement, ça n'aura pas d'impact. Enfin, en tout cas, j'ai aucun retour d'expérience là-dessus Mhm. qui ait fonctionné. Mhm. Donc, après, vous pouvez toujours, si vous avez de l'eau bouillante, voilà, ou Mhm. carrément une machine qui va à la vapeur, faites-le toujours. C'est toujours ça de prix, hein. Moi, Mhm. j'ai pas forcément de retour positif là-dessus, mais j'ai pas non plus de retour négatif. Donc, Ok. à voir. Pourquoi pas, mais j'ai de gros doutes parce que vous allez juste, en fait, impacter peut-être la toute petite partie de rhizome qui Mhm. commence, mais comme ça va jusqu'à 7 mètres de profondeur, Mhm. la plupart du temps, 2-3 mètres de profondeur, bah, vous n'allez pas impacter tout le reste. Merci. Donc, ouais, pas de souci. Alors, on vient pour améliorer l'esthétique. Donc, si jamais vous avez un endroit que vous voulez garder désherbé, mais bon, faut pas se leurrer avec la renouée, ça va être compliqué. À exclure en bordure de cours d'eau parce qu'il y a un risque de contamination en fait du reste du cours d'eau si la tige tombe à l'eau. Et on a aussi une recolonisation rapide si on arrête. Ah, mais je parle pas des herbicides, mais je vais en parler oralement, hein. Mais tout ça, ici, je vous en parle avant d'oublier quand même ici. Ce que je vous ai pas dit jusqu'ici, et qui est très important, c'est que en fait, avec les techniques d'atténuation que je viens de vous présenter, dès qu'on met en place une lutte contre les renouées asiatiques, il y a un très très gros risque qu'elles réagissent et qu'elles fassent un nouveau rhizome jusqu'à 20 mètres plus loin. Donc, si vous en avez dans votre jardin, il y a un très gros risque en fait qu'elle aille chez le voisin du voisin, etc. Vraiment jusqu'à 20 mètres tout autour. Et donc ça, c'est le gros souci en fait de la renouée, c'est que dès que vous allez mettre en place une lutte, ben, vous prenez le risque qu'il y ait une réaction.
Parce qu'en fait, si vous ne faites rien, elle va se densifier. Ça, voilà, on va pas vous mentir, elle va se densifier un petit peu, elle va potentiellement un tout petit peu prendre de l'espace autour, mais elle ne va pas non plus fuir, sauf si elle est stressée. Donc, s'il y a un quelconque stress, ben oui, là, elle risque de repartir. Mais, alors il y a toujours des exceptions, mais dans la plupart des cas, elle va quand même rester bien sage dans son coin. Donc voilà, ça c'est à vous de choisir si oui ou non vous mettez une lutte, en place une lutte contre cette plante. Euh, mais si pas, ben, surveillez-la. Et si vous voyez qu'à un moment donné, c'est plus tenable, ben, soit de vous contacter un entrepreneur spécialisé. Attention, je dis bien spécialisé. Maintenant, vous avez quand même deux, trois astuces pour savoir si le gars s'y connaît un petit peu. Euh, mais faites bien attention à qui vous choisissez. Et ben voilà, soit vous faites comme ça, soit vous mettez en place les techniques que je viens de vous présenter en combinaison. Alors, au niveau des produits phyto, bon, de toute façon, il n'y a plus grand-chose qui est encore autorisé et encore moins pour les citoyens. Mais de toute façon, ce n'est pas une méthode miracle. Donc, même les contrats de rivière ont essayé, les communes ont essayé. En fait, sur le coup, on voit un affaiblissement rapide des renouées. Donc, elles tirent un peu la tronche, elles ont l'air un peu fanées comme ça. Mais malgré le fait qu'on utilise des herbicides systémiques et donc qui vont jusqu'au rhizome, ben, en fait, on se rend compte que ça ne, à mon avis, ça ne va pas jusqu'au bout du rhizome qui est ben, extrêmement long. Hein. Et donc, je pense que c'est ça le problème. Et donc, on a un affaiblissement, mais on n'a jamais non plus d'élimination. Et de toute façon, l'utilisation des herbicides se fait à l'aide d'un pistolet à injection qu'on injecte sous le deuxième nœud. Donc, comme pour les bambous, vous avez des nœuds en fait sur la tige, donc des cercles, on va dire ça comme ça. Vous injectez sous le deuxième nœud, mais on peut injecter, donc c'est une aiguille quand même assez grande, dans la tige, et on ne peut le faire que si la tige est encore assez épaisse. Au bout de 2-3 ans, la tige va être beaucoup plus fine. C'est pas pour ça que la renouée va être dans un sale état, hein, loin de là, parce que je vous dis, c'est les rhizomes qui sont importants dans l'histoire, mais vous ne saurez de toute façon plus l'injecter. Et donc ça, c'est de toute façon une technique qu'on peut utiliser pendant peut-être 2 ans, et puis ce sera foutu. Donc voilà, c'est absolument pas magique. La pulvérisation non plus. Malheureusement, ne pensez pas que ça fonctionnera à ce niveau-là. Et voilà, j'en ai déjà fini. Enfin, déjà, je suis un peu en retard. Je vous ai mis ici, et je pourrais vous l'envoyer aussi, une petite brochure sur les alternatives aux invasives. Donc, ce sont toutes des plantes indigènes qui sont intéressantes pour remplacer en fait des plantes de haies, des plantes de haies, des plantes grimpantes, des plantes de parterre fleuries, etc., etc. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et puis, s'il y a des questions, je suis tout oui. Je sais pas si... Ah oui, Bastien est encore là, parfait. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci Célia. C'était super intéressant comme d'hab. Merci. Très, très intéressant. Euh, donc, j'ai eu un petit problème de connexion. J'ai ma batterie qui s'est éteinte et donc j'ai pas su voir Ah, les questions au début. J'ai eu quelques questions de Douceline où se procurer des pliants dahlia plantes invasives. J'ai renvoyé vers... on a des fiches sur le site qui oui. sont disponibles. Mhm. Euh, Oui, on n'a malheureusement pas de dépliant sur les invasives, en tout cas pas nous, mais il y en a sur Internet. Mais on a oui, effectivement des fiches techniques, ouais. la région wallonne, je pense, a fait des fiches de gestion Oui, 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 tout également. à fait. Oui, oui, c'est vrai que ça, je l'ai Donc, pas dit. si ça vous intéresse, on fera peut-être un petit sondage s'il y en a qui veulent bien se manifester et on enverra ça en même temps que les DIA. Donc, Mhm. sachez-le, hein, on envoie les DIA et l'enregistrement vidéo par la suite. Voilà. Ouais. Tout à fait. Ce serait génial d'avoir les fiches en même temps. Donc les fiches, en fait, je peux même déjà vous mettre le lien internet. Et c'est sur biodiversité.wallonie.be. Je vais vous le mettre ici. Vous allez dans le... Enfin, je vais vous trouver le lien, en fait, ce sera plus Mhm. facile. Je vais arrêter le partage. Tac. Et je vais aller vous chercher ça, comme ça je vous le mets dans le chat. Euh, et vous aurez aussi l'arbre de décision, enfin vraiment tout y est. Donc, pendant que je cherche, tu peux me poser les autres questions si jamais.
Alors, on dit que la renouée aime les sols pollués, pardon. Oui. Les nettoie-t-elle? Est-ce qu'elle dépollue les sols? Alors, c'est une bonne question. Alors oui, clairement, la plupart des plantes invasives, elles aiment les sols pollués, les sols rudéraux, les friches, etc. Euh, je n'ai jamais entendu que la renouée était une plante, je sais plus comment on dit, c'est de la phytoremédiation, je crois. Je suis pas sûre du terme. Mais franchement, je sais pas. Je préfère pas vous dire oui ou non Hmm. parce que je suis pas certaine. Après, il en existe plein qui sont dépolluantes. Euh, et évidemment, je ne trouve pas d'exemple là tout de suite, mais il y en a. Je me demande en fait si le saule ou l'aulne ne serait pas des plantes comme ça qui dépolluent le sol, mais à vérifier. Alors, où trouver la seringue pour injecter en sève descendante idéalement? Oui, ah oui, donc l'injection se fait effectivement en période de fructification, donc au mois de septembre. Par contre, bah, c'est un pistolet qui est utilisé par les professionnels, donc je pense pas qu'il soit vendu en jardinerie classique. Et vous devez avoir la phytolicence pour utiliser ces produits-là. Euh, C'est du glyphosate qu'on injecte? oui, c'est souvent du Roundup. Après, il y a d'autres produits qui fonctionnent aussi. Du Moi, je suis pas. mutant, Pardon? mutant. À l'époque, on employait le mutant, je crois. Ouais, c'est possible. Je suis pas spécialiste des produits phyto, hein, vous l'aurez compris. Oh non, Au mais, contraire, mais ça mais n'existe ouais. plus, quoi. Oui, non, en fait, il y a plein de produits qui ont été rayés de la liste. Le Roundup est encore autorisé pour les professionnels uniquement. Donc c'est ça que je vous dis. Ben voilà, si vous voulez les Ultima Pro, gérer ouais. de cette Mhm. façon-là, il faut faire appel à un professionnel. Mais encore une fois, ça va pas être la méthode miracle. L'Ultima Pro, c'est le remplacement du Roundup à l'heure actuelle. C'est avec le. Allez, c'est pas le géranium, c'est Oui, en fait, le. c'est de l'acide pélargonique Là, c'est ça, acide dans pélargonique, l'Ultima. ouais, exact. Oui, Ah ouais, ok. Ah ben je Ça a savais pas. ça a un impact un peu moindre, ça oui, agit par contact, oui, donc ça ne oui. va pas circuler dans la sève. Et ça n'a pas un effet systémique comme certains produits. Ah ok, oui, Maintenant, donc. l'avantage, c'est que tout le monde, entre guillemets, hein, l'avantage, c'est que tout le Mhm. monde peut l'acheter, mais attention, enfin non, quoique le Ultima Pro, c'est peut-être la version concentrée, hein, mais c'est EcoStyle Mhm. hein, qui Mhm. vend ça. C'est la Ouais. marque EcoStyle. Attention que ça reste un herbicide, hein, même si c'est Mhm. d'origine naturelle, etc. Attention, il faut bien respecter la législation, donc surtout pas près des cours d'eau, en pulvérisation aérienne, et alors ni à proximité des Les arbres. avaloirs, de la rue, etc. Et puis si c'est pas systémique, laissez tomber. Honnêtement, ça ne Ça vaut va pas la peine. pas. Ouais, non, ça n'ira pas jusque. Enfin, je vous dis, ça va jusqu'à 7 mètres, 20 mètres autour. Faut vraiment Mhm. quelque chose de systémique. Je vous ai mis le lien. J'ai mis du temps à le retrouver, mais vous y trouverez du coup les différentes fiches. Donc c'est pour la gestion de la renouée du Japon, mais vous y retrouverez aussi différentes Le infos frelon. ouais, sur les plantes invasives en général. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc en fait, c'est tout ce que je vous ai présenté, mais de manière beaucoup plus détaillée. Donc, si vous voulez voir l'une ou l'autre fiche plus en détail, ben voilà, allez voir là-dessus. Je vais reprendre mon diapo parce que je vous ai mis, en fait, comme ça, vous voyez. Euh, voilà, donc tous les liens sont là. Donc, je pense que j'avais mis biodiversité. Ouais, voilà. Donc, les fiches du SPW étaient là, en fait. Bravo, Céline. Ok. Donc Euh, normalement, ce sera actif dans oui, dans oui, les oui, PDF, hein, en tout à format fait. PDF. Donc, il y a des retours d'expérience, les centres industriels d'incinération, compostage, etc. Des retours d'expérience en France, la liste des plantes invasives. Il y a un C'est pas sorcier sur les espèces invasives. Je le dis à chaque fois parce qu'il est chouette. Que Mhm. si vous avez des enfants ou si vous êtes encore un grand enfant, il est chouette. Et il y a du coup la législation aussi. Voilà. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Je n'en vois pas. Je vais profiter de l'accalmie pour lancer le petit sondage de satisfaction tant que tout le monde est encore là. Ah oui, Donc voilà, c'est important pour nous pour avoir un petit retour voilà, de votre niveau de satisfaction. Donc n'hésitez pas à répondre au petit sondage
que je viens de lancer normalement. Et sinon, je regarde alors. Ah ben en attendant, donc apparemment oui, la renouée nettoie bien, elle chélate les métaux lourds, donc elle nettoie les métaux lourds entre guillemets. C'est Charlier qui a répondu, Ouais, c'est ça, hein. ouais c'est ça. Et alors oui, effectivement, les produits phyto affaiblissent la partie aérienne de la renouée, mais voilà, ça n'agit pas extrêmement bien sur les rhizomes et donc en tout cas Sur pas le sur long la terme, totalité. ouais, ça Voilà. vaut pas la peine. Non. Et vous allez polluer les sols. Enfin voilà, c'est quand même très problématique, hein, les phytos. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la première cause de perte de biodiversité dans le monde. Donc on essaye quand même d'éviter, même si bon voilà, pour les plantes invasives, c'est clair qu'on est tellement moi-même, hein, je suis complètement dépassée par les bambous qu'il y a chez Mais moi, mais ce n'est j'essaie pas tout de repris sur suite. la liste, hein. Ce n'est pas Les repris bambous, sur la non, liste. pas Non. encore. Hein, Mais à mon avis, ça va pas tarder. hein. Mais effectivement, c'est vrai. Et donc, la question, si on envoie les chèvres, elles vont manger aussi ce qu'il y a à côté. Ah, oui, bah oui. Donc, si vous avez des arbustes que vous voulez maintenir, oui. Elle Faites mange tout. attention. Ouais. Alors, il y a des plantes qui sont toxiques aussi. Donc, même des plantes auxquelles on ne pense pas, qui sont classiques pour nous, mais qui peuvent être toxiques pour les animaux. Donc, oui, faites attention. Protégez bien vos arbres et arbustes euh, que vous voulez maintenir, sinon elles vont tout bouffer. Tu fais déjà le sondage? C'est fait. Ah, ok, déjà, parfait. Tout le monde a répondu. Et tout le monde est satisfait. Oh, bah, super, merci. Est-ce qu'avant l'envoi, est-ce que vous pourriez remettre éventuellement la dénomination des plantes sur les différentes photos dans les premières dias? Parce que Attends. vous avez donné les noms oralement, mais ce n'est pas marqué sur le diapo. Et ce serait chouette d'avoir les noms pour être sûr de ce Ah qu'on... oui. Ah, celle-ci? Attends, parce que je remets dessus, je suis occupée à autre chose. Oui, entre autres, oui, oui, dans toutes celles-là, oui. Ah, ok, ok. Oui, je peux Et mettre avec le les, nom oui, en dessous. là aussi, voilà, c'est ça, oui, oui, c'est ça. Ok, Toutes celles. ça Ce va. serait chouette. Je Ce vais serait noter. chouette. Ça marche. Le YouTube, c'est pourquoi. Attends, je dois retourner sur mon document ici, Atalia. Hop. Mais Bon, si il y a plus de questions, on peut peut-être clôturer tout mais doucement. le lien de Monsieur Charlier, là, c'est pourquoi? Je Je regarde l'ai. justement. En tout cas, bonne soirée à ceux qui nous laissent. Oui, oui, vous Et inquiétez merci pas. encore pour votre participation. Mais c'est très intéressant. Voilà. Ah, oui. Ah, merci Oui. beaucoup. C'est gentil. J'allais juste Mm. préciser pour ceux qui sont encore là que Ouais. si vous voyez des vidéos disant que la renouée du Japon se mange, il est vrai qu'elle a le goût de la rhubarbe. Ça ressemble un peu à la rhubarbe parce que à mon avis ça va être peut-être repris dans cette vidéo, je sais pas trop. Mais il faut pas trop en consommer. Après, on consomme pas de la rhubarbe tous les jours. Euh, il y a de l'acide oxalique en fait, et donc ça peut Mm. endommager vos reins sur le long terme. Donc, pas à manger tous les jours. Et puis, n'en cultivez pas, hein, évidemment. Parce que le problème, c'est souvent, on vous dit, ah, elle se mange, donc cultivez-en. Non. Vous aurez compris que ce n'est pas la chose à faire. Voilà. Moi, je l'ai utilisé en art floral. On appelait ça polygonum. Oui, c'est beaucoup utilisé, effectivement. On a eu la blague hein, dans certaines de nos compositions pour un événement, et on était très gênés à la fin quand on a vu qu'il y avait de la renouée du Oui, je Japon me dedans. doute. En Euh, effet, ouais, en donc effet. on a dû prévenir la dame et lui expliquer que, ben, voilà, c'était pas plus à faire, en tout cas pour les prochaines. En tout cas, un grand merci à tous pour vos questions, votre participation. Beaucoup. À la prochaine. Ça Merci marche. beaucoup. Une Merci. très bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée, merci. Au Merci à revoir. vous.